appel au ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Guillaume Nguefa. On le connaît comme étant parmi les pionniers en matière de défense de droits de l'homme à Zado à l'époque. Aujourd'hui, ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est donc lui qui est en charge de la défense des intérêts du pays dans le domaine de la justice. Voilà donc nos deux invités avec lesquels nous allons passer un peu plus d'une heure pour discuter de cette redevabilité, l'an 1 du gouvernement cheminois 2. Merci Rachel Sita, merci vraiment de cette introduction. Nous saluons encore nos invités. Madame et Monsieur les ministres, soyez à l'aise sur ce plateau, qui est un plateau avec les peuples qui vous écoutent, c'est chez vous. Vous êtes donc chez vous ici. Dites-nous les choses comme on les dit en famille. La famille congolaise a besoin de savoir comment ceux qui sont élevés en honneur et en dignité, mais en responsabilité, gèrent les différents problèmes que nous avons. Madame, les affaires étrangères, la diplomatie, comme a dit Rachel, c'est un front. Le pays, aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant, le pays est agressé. Et cette agression vient de l'extérieur. Donc, il faut aller plus loin, aussi loin, pour aller démêler ces actions-là. C'est comme ça que je voudrais commencer par vous pour nous dire comment se porte en cet instant précis la diplomatie congolaise. Où est-ce que vous en êtes, madame? Merci beaucoup pour cette question qui est évidemment très vaste. Ouais. Pendant l'échange que nous allons avoir aujourd'hui, nous allons évidemment pouvoir approfondir la question. Mais en général, je dois dire que notre diplomatie se porte bien. Elle est dynamique, elle est ambitieuse, elle est présente sur tous les fronts d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue thématique. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas de défis? Pas du tout. Mais je pense que sous le leadership de son Excellence, Madame la Première ministre, que notre diplomatie a la capacité d'être assise à la même table que d'autres pays qu'on qualifie de puissance, si vous voulez, qu'elle a la capacité aussi d'articuler les ambitions légitimes de notre pays dans différents forats, et qu'elle a la capacité de continuer à grandir, à se réinventer et de le faire avec ambition et de le faire avec des objectifs clairs, précis et ainsi de traduire la vision aussi de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, plus forte, plus puissante et plus écoutée. Quel est le sens que vous accordez à cette présidence du Conseil de sécurité? C'est quand même l'instance, le gouvernement mondial, pour ne pas faire raccourci. Mais vous avez présidé une des sessions et le président de la République, certainement, va contribuer. Quel est dans l'articulation des solutions à nos problèmes, comment cette présidence peut-elle ou a-t-elle contribué à réduire sensiblement les déficits que nous avons en matière de puissance d'État? Alors, nous sommes de retour au Conseil de sécurité après plus de 30 ans. Je pense que cela déjà est quelque chose qui est très important pour nous. Vous savez, la République démocratique du Congo est sur l'agenda du Conseil de sécurité depuis plus de 20 ans. Donc, nous avons été le sujet de débat. Nous n'avons pas été ou nous n'avons pas occupé la place d'un protagoniste dans cette même arène. Et je pense qu'il est très important, non seulement pour nous en tant que pays et notre compréhension de notre pays dans le concert des nations, mais il est aussi très important pour les autres pays membres du Conseil de sécurité et des Nations Unies de voir qu'un pays comme la République démocratique du Congo, certes, peut faire face à des défis, mais aussi, à travers ces défis, peut contribuer à des solutions et à la réflexion sur des solutions. Pour nous, il est très important de montrer qu'il ne s'agit pas d'être un pays, si vous voulez, stable, comme certains le disent, avec une économie dynamique. Évidemment, ce sont nos aspirations aussi pour notre pays, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas notre place et nous n'avons pas notre mot à placer ou à dire. Je veux venir surtout sur une question sur laquelle notre mandature au Conseil de sécurité se concentre, le rôle international. C'est une discussion si importante et en même temps, c'est une discussion que la République démocratique du Congo a placée au cœur des débats lors de sa présidence du Conseil de sécurité pour montrer justement, certes nous faisons face à des défis sécuritaires, certes nous faisons face à un conflit qui est alimenté actuellement par l'exploitation illicite des ressources naturelles, mais en même temps nous savons que nous sommes
la solution à tous ces problèmes. Et nous sommes en même temps la solution à tous les problèmes et tous les défis auxquels le reste du monde fait face. Rachel Guissita. Alors avant de vous poser la question, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je vous rappelle que dans l'assistance, dans cette salle, le studio Maman Wangebi, il y a un public composé notamment d'étudiants. Donc à un moment donné, le micro sera accordé à ces étudiants qui suivent de près la question gouvernementale en République démocratique du Congo pour des questions citoyennes qui vous seront posées et des réponses seront attendues de votre part. Puisque vous parlez du rôle, on va dire, plutôt du sujet pour lequel la République démocratique du Congo a présidé de sécurité. Est-ce qu'on peut dissocier l'exploitation illégale de la recherche de la paix? Par où devrons-nous commencer? Et pour le cas de la République démocratique du Congo, que devrons-nous faire exactement pour arriver à une paix durable? Dissocier l'exploitation illégale, passer directement à la paix ou résoudre d'abord la question de l'exploitation illégale des ressources en République démocratique du Congo qui est aujourd'hui le nœud de la guerre? Alors je pense qu'il faut reconnaître évidemment que dans un conflit aussi complexe que le nôtre et un conflit qui dure depuis des décennies, et nous ne devons pas sous-estimer le fait que le plus ça dure, le plus ça se complique, la question de l'exploitation illicite des ressources naturelles joue un rôle crucial. Nous le voyons quand nous entendons par exemple que des centaines de maisons et de centaines de familles ont dû quitter leur lieu d'habitation dans la cité de Ubaya parce que les carrés miniers sont agrandis, parce que le M23 veut exploiter encore plus. Nous voyons cette corrélation entre un conflit armé, l'exploitation illicite des ressources naturelles. Nous le voyons à travers les statistiques aussi, quand nous voyons qu'un pays voisin devient grand exportateur de certaines matières qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc évidemment, c'est un ingrédient qui fait partie de la recherche d'une paix durable. Mais cela ne veut pas dire que c'est le seul ingrédient. Et je pense qu'en tant que diplomatie congolaise, c'est justement d'être la plaque tournante de ces réflexions, d'être aussi la passerelle entre la République démocratique du Congo et le reste du monde dans cette recherche pour une paix durable. Donc nous avons l'élément des ressources naturelles, nous avons aussi évidemment l'élément de la justice. Donc je suis sûre que mon collègue le Mineta va en parler aussi en détail. Et donc nous ne pouvons pas exclure certains éléments. Je pense que nous devons aussi comprendre qu'une paix durable se bâtit sur le temps et se bâtit aussi avec des choix stratégiques, de voir quel est le meilleur séquençage de quelle thématique à quel moment. Et donc je pense que quand on se penche sur la question de la justice, et c'est une reproche que nous avons eu très souvent quand on parlait du processus de Washington, de Doha, que l'aspect de la justice n'était pas présent. Et je voulais toujours insister sur le fait qu'il ne se retrouve pas dans ces processus ne veut pas dire qu'il n'est pas important pour nous. Il ne veut juste pas dire que ce n'est pas le moment que nous avons choisi ou ce n'est pas le forum. Nous ne pouvons pas exclure les différents éléments qui y contribuent. Et au cours de ces 12 derniers mois, quel a été l'apport du front diplomatique dans la recherche de la solution, concrètement la recherche de la paix à l'est du pays? Je veux surtout me concentrer sur l'aspect de la redevabilité. Et je le dis toujours, pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous avons un conflit qui dure plusieurs décennies. Mais la différence que nous avons avec le processus de Washington, quand vous comparez par exemple avec d'autres processus que nous avons eus dans les autres itérations du M23, c'est que nous avons un partenaire qui a su et qui continue à rester engagé, qui a su être et qui continue à rester engagé d'un point de vue de la redevabilité des signataires. Donc quand vous avez un pays signataire comme le Rwanda qui se permet, le jour même de la signature de l'accord par son président, d'attaquer la République démocratique du Congo, d'occuper Uvira, d'occasionner le déplacement de plus de 500 000 personnes qui doivent fuir le pays et se réfugier au Burundi, il faut qu'il y ait des conséquences. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été très clair avec les sanctions qui ont été imposées par la trésorerie des États-Unis d'Amérique sur pas seulement quelques généraux de l'armée rwandaise, mais l'entièreté de l'armée rwandaise. Et je pense que ça, c'est un exemple qui nous montre quand même qu'il y a des progrès. Certes, pas au rythme et au tempo que nous le souhaitons, mais les choses avancent. Monsieur le ministre de la Justice, nous allons revenir tout à l'heure à Madame la ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a certainement de connexions entre vos deux ministères, mais il est établi dans ce pays, et ce sont les diagnostics
que le président lui-même de la République avait donné, il parlait d'une justice malade. Je suppose que quand on nomme un ministre de la Justice, on nomme un thérapeute. On nomme quelqu'un qui amène un certain nombre de solutions. En une année, monsieur le ministre de la Justice, qu'est-ce qui a été concrètement fait de manière à réduire les symptômes peut-être pourquoi pas à éradiquer le mal dont souffre la justice congolaise? Monsieur le ministre. D'abord, j'aimerais féliciter le ministre de la Communication d'avoir organisé cette série de sessions à la télévision dans le cadre du devoir de la redevabilité. Et c'est extrêmement important puisque nous devons rendre compte à notre population de la manière dont nous avons géré pendant une année les différents ministères. Avant tout, j'aimerais souligner le fait que quand j'ai pris fonction comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, j'ai été au départ confronté à une situation assez complexe. D'abord, de fortes demandes de la part de la population sur un certain nombre de griefs qu'elle a par rapport à notre justice. La lutte contre la corruption, la spoliation de biens des privés et de l'État, la perception de la maladministration de la justice, mais aussi l'inexécution de plusieurs jugements et puis plusieurs phénomènes qui font que notre justice a été effectivement questionnée. Et enfin, la question du désert judiciaire, parce qu'il faut quand même reconnaître que notre justice n'est pas présente partout. Et c'est une justice qui est plus présente dans les grandes villes. Et si vous allez plus loin, vous allez vous rendre compte que la justice n'est pas rendue par les entités, les cours des tribunaux, et quelquefois c'est remplacé par d'autres entités qui ne sont pas compétentes pour rendre la justice. Et enfin, bien sûr, que plusieurs chefs coutumiers se sont appropriés les compétences de la justice. Dire que la justice est malade, je pense qu'elle n'est pas malade en fait. Ces justices souffrent d'un certain nombre de dysfonctionnements. C'est ça la maladie. Qui sont très, très structurants dans certains de ces manifestations sont très structurantes et ça demande bien sûr vraiment des réformes. Donc il y a une attente pour les réformes. Et je pense que c'est que le président de la République et la première ministre, chef de gouvernement, sur base du programme, les programmes du gouvernement, ainsi que de la vision du chef de l'État, ils attendent à ce que notre justice soit plus proche de la population et que cette population ait confiance à notre justice lorsqu'elle est dit. C'est ce sentiment d'injustice qui est là. Et pour nous, ce qui était plus important, c'est comment nous pourrions développer un certain nombre de réponses. Mais il y a aussi notre perception, puisqu'on réduit la justice congolaise aux causes des tribunaux. La justice est très vaste. Elle concerne bien sûr la sécurité juridique, la sécurité judiciaire, bien sûr aussi sécuriser les climats d'affaires, etc. Ça, c'est un aspect très important. L'autre aspect très important que nous pourrions éventuellement faire, c'est la question de réforme. Puisque si les diagnostics démontrent qu'il y a des limitations et qu'il y a des limites, il faut absolument de réponses structurantes. Et ces réponses structurantes se reposent essentiellement sur des réformes. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons conduit un vaste chantier de réformes dont je parlerai tout à l'heure. Au-delà de ça, nous devons aussi, nous ne sommes pas un pays qui vit en isolation. C'est un pays qui a des relations sur le plan international. Et la justice d'un pays doit être revêtue du sceau de la crédibilité sur le plan international.
C'est là où je travaille étroitement avec ma collègue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, sur ces aspects des questions judiciaires qui sont au-delà, derrière de nos frontières. Et là, par exemple, je vous donne un exemple, il y a des questions de la justice à l'étranger qui nécessitent absolument qu'il y ait la coopération judiciaire, qui est la courtoisie judiciaire entre notre pays et notre État. Bien sûr que nous devons aussi échanger effectivement des informations. Par exemple, ce qu'on appelle les commissions rogatoires, c'est-à-dire que lorsque la justice d'un pays bien déterminé, ils sont en train de poursuivre, ils ont besoin d'informations qui concernent notre pays ou bien qui concernent leur pays, mais dont la solution vient de chez nous, ils envoient ce qu'on appelle les commissions rogatoires. Et ces commissions rogatoires passent par le ministère des Affaires étrangères qui nous donne. Donc, nous, en tant qu'État, nous avons l'obligation de répondre à ces commissions rogatoires. Un exemple, quand j'ai pris fonction, nous étions en retard des commissions rogatoires de plus de 15 ans. Ça ne donne pas une bonne image pour les pays. Nous avons essayé de réduire cela. Aujourd'hui, nous répondons systématiquement aux requêtes des commissions rogatoires à travers la justice. Notre justice aussi doit collaborer avec les autres États. C'est là où, avec le ministère des Affaires étrangères, nous devons effectivement signer des accords dans tous les domaines qui concernent les relations à l'État et dans le domaine de la justice. Et c'est ça ce que j'appelle la diplomatie judiciaire. Nous avons développé, négocié, ou bien en voie de négociation, des accords de coopération judiciaire, et je pense que ça c'est extrêmement important à les faire. Enfin, bien sûr que l'autre point plus important, c'est la corruption dans l'appareil judiciaire. Et quand je parle de la corruption dans l'appareil judiciaire, ce n'est pas seulement la justice, c'est une chaîne qui comprend les cours des tribunaux, les magistrats, les avocats, les greffiers, etc. Et notre rôle a été justement de commencer à donner des réponses. Et ça ne peut se faire qu'avec la collaboration du Conseil supérieur de la magistrature, avec lesquels nous avons aujourd'hui de bonnes relations, et des sanctions ont été prises contre certains magistrats. Mais je reviendrai en détail sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons... Toujours la même question de la justice. Bien évidemment, Monsieur le Ministre, puisqu'il faut rapprocher la justice de la population. Mais cette population a l'impression aujourd'hui, vous le savez, depuis bien longtemps, je ne vous apprends rien, Azado à l'époque, déjà avec, puisque nous sommes à la RTNC, vous connaissez bien Madame Sylvie Elengue, vous êtes parmi les pionnières, aujourd'hui directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise. Est-ce que, d'abord c'est une petite question avant de vous poser la question d'aujourd'hui, est-ce que la démarche d'hier diffère de celle d'aujourd'hui, puisque vous êtes maintenant vous-même dans les affaires? Qu'est-ce que le pays, Zaïre à l'époque, République démocratique du Congo aujourd'hui, a fait comme pas en avant, un bond en avant dans le domaine de la justice? Aujourd'hui, la question, c'est une justice à double vitesse, à double variante. Une justice pour les forts et une justice pour les faibles. Quelle est la réforme, depuis que vous êtes au pouvoir, que vous avez menée pour justement résoudre cette question d'inéquitabilité de la justice envers la population congolaise? C'est une question permanente qui est posée de façon récurrente sur cette perception, je parle bien de la perception d'une justice à double vitesse. C'est vrai que les problèmes auxquels nous sommes confrontés donnent cette perception. Depuis que j'ai pris fonction, j'ai donné 57 injonctions. Ces 57 injonctions concernent les domaines de préoccupation de notre population. La corruption, la spoliation des biens des personnes. Bien sûr qu'on a donné des instructions pour arrêter même les hommes en uniforme qui se sont accaparés des biens des personnes. Nous avons demandé, nous avons écrit, en plus d'injonctions,
nous avons écrit au barreau pour sanctionner les avocats qui étaient justement dans ces cadres de la corruption et de la spoliation, etc. Le gouvernement nous a demandé d'adresser la question de Foliomène. Foliomène, c'est un vaste réseau d'expoliation de biens privés de personnes et de l'État. Et je vous avais dit que nous avions répertorié 153 villas de notre État qui ont été effectivement spoliées. Et plusieurs personnes sont impliquées dans ce cas. Plusieurs personnes sont impliquées vous avez même dans parlé cela. Des parlementaires. Oh, oui, plusieurs personnes. Et j'aimerais ici vous dire une chose, c'est que la semaine prochaine, la semaine après, le cœur de ces phénomènes-là est aux arrêts. Il y aura une injonction. Il est responsable d'avoir spolié une soixantaine des biens immobiliers des personnes. Un sujet congolais. Et ça sera, bien sûr, que ça un sera. Sujet congolais. Oui, ça sera un procès public et ça concerne tout le monde. Tu vois, dans ces cas de spoliation, c'est pas seulement les petites gens. Ça concerne ce que vous appelez les grands de ces pays, la crème, le milieu intermédiaire, ainsi que les personnes, une maman de 92 ans, etc. Ça, c'est un phénomène important. C'est pourquoi je dis, nous devons tempérer lorsque nous disons que la justice est seulement une justice des nantis, etc. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce procès aille jusqu'au bout, puisqu'on sait comment ça commence, et à la fin, c'est un acquittement. Non, ça sera jusqu'au bout, puisque, j'ai établi un mécanisme de suivi permanent des injonctions que je donne. Vous avez vu que je rencontre régulièrement le procureur général près la Cour de cassation pour suivre exactement l'exécution de ces injonctions. Deuxièmement, nous suivons aussi la manière dont les choses sont en train de mener, et s'il y a des problèmes, puisque notre rôle en tant que gouvernement, c'est de mettre des moyens à la disposition de la justice, pour garantir l'indépendance de la justice, et pour que ces moyens financiers et autres, pour que la justice fasse son travail. Autre chose, c'est que nous sommes arrivés, depuis que je suis là, nous avons reçu plus de 400 dénonciations sur ces phénomènes. C'est documenté, je ne parle pas de choses qu'on a inventées, tout ça est documenté en termes de chiffres et de bilans. Donc, sur ces 400 dénonciations que nous avons effectivement reçues, nous sommes arrivés à rétablir les personnes dans leurs droits. Dans leurs droits, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré leur maison. Pour certains cas, nous avons voulu ne pas faire la publicité. À travers le pays. À travers le pays, oui. À travers le pays. Et bien sûr que pour des cas emblématiques, là nous ferons par exemple de la publicité, etc. Donc ça dépend aussi de notre montée. Enfin, bien sûr, cette justice, avec les préoccupations, les diagnostics que vous avez faits, il faut des réponses. Il faut des réponses. Des réponses aussi, c'est la collaboration que nous avons avec le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République a mis en place, a publié la nouvelle mise en place de magistrats récemment, avec bien sûr, ça c'est de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, mais nous avons tenu compte dans cette mise en place que là où il y avait des allégations de corruption de certaines personnes, etc., que cette personne-là ne puisse plus se retrouver là-bas. Donc il y a des efforts qui sont en train de faire. Enfin, je ne souhaite pas faire une comparaison entre ce que, à l'époque du Zaïre et d'ici. Ce sont deux contextes différents. À l'époque du Zaïre, nous étions dans une dictature. La justice fonctionnait à l'image de la dictature. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de démocratisation. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous sommes. Et c'est cette époque qui répond le mieux aux exigences de droits de l'homme. Oui. Nous avons fait effectivement, avec Sylvie et les autres, nous avons préparé bien sûr un environnement propice à la démocratisation. Je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Je pense que le rôle de la société civile avec l'IDPS à l'époque et d'autres partis de l'opposition
parce que la nouvelle génération ne savent pas exactement, ne sait pas exactement ce qui a été fait, mais je crois qu'ils doivent commencer à lire les livres de l'histoire pour comprendre l'histoire de notre pays. Parce que vous ne pouvez pas critiquer, vous ne pouvez pas faire de propositions si vous ne connaissez pas d'où nous venons. Malheureusement, la jeunesse actuelle ne fait pas cet effort de la recherche historique pour comprendre effectivement ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu, avec notre régime actuel, avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, on sent, puisque lui, il a été victime, donc il vient et il comprend le sens de la démocratisation et il donne la possibilité à ses ministres de contribuer à un environnement propice à la démocratisation. Et je pense qu'on ne peut pas comparer les deux aujourd'hui. On ne peut pas comparer les deux. Même le régime qui venait de passer, on sait exactement ce qui s'est passé ici. La presse parle aujourd'hui. La presse parle aujourd'hui. Ils vont même au-delà, etc. Mais je reviendrai encore sur les efforts que nous avons faits sur les réseaux sociaux. Parce que vous parlez aujourd'hui, mais avant, vous étiez peut-être jeune dans ce moment. Nous allons revenir tout à l'heure, Monsieur le ministre, sur la question de la presse. Mais je voudrais quand même qu'on revienne aux affaires étrangères. Madame la ministre, vous savez que le Congolais lambda se demande, mais quel impact entre la diplomatie et ma vie au quotidien? Eh bien, au quotidien, le Congolais a besoin d'un passeport. Au quotidien, le Congolais voudrait savoir qu'est-ce qui a été fait pour améliorer l'accès au passeport. La question récurrente est que comment, dans notre pays, l'octroi du passeport revient aux affaires étrangères, alors qu'ailleurs, c'est souvent au ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qui a été fait durant une année pour améliorer la qualité non seulement de ces âmes, mais aussi pour diminuer le coût et surtout éviter les longues procédures? Je pense que c'est une question très pertinente, justement, parce que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, le domaine de la diplomatie est quand même assez particulier parce qu'il est parfois perçu comme étant loin du quotidien, justement, du Congolais, de la Congolaise lambda. Et en effet, on a souvent l'impression que ça se passe dans une autre sphère, justement, qui n'ont pas nécessairement rapport avec notre vécu. Et je pense que le passeport est pour moi quelque chose de très important dans nos attributions, parce qu'en effet, c'est un de ces points de contact entre mon ministère et la population congolaise. Alors nous sommes au mois d'août, ce qui veut dire que cela fait maintenant un peu plus d'une année que nous avons introduit le nouveau passeport avec aussi un nouveau prestataire. Je pense que ce qui est important à retenir par rapport à ce nouveau passeport, évidemment, c'était l'ambition de faire mieux à travers un système moins personnalisé et un système numérisé pour permettre justement de réduire le nombre d'interférences humaines qui ont contribué par le passé à des prix à variables très inconnus aussi des passeports. Donc le point qui est important, c'est que le prix officiel du passeport a été réduit de $99, $99 à 75-75 $. Décision du président de la République, encore une fois, dans un souci de rendre les services de l'État plus faciles et plus accessibles à la population. Au-delà de cela, comme je l'ai dit, il y a des innovations. On essaye d'avoir un processus numérisé pour permettre déjà d'accélérer le processus, pour permettre aussi aux Congolais d'avoir un accès plus facile au-delà de l'accès physique pour solliciter ou pour introduire une demande de passeport. En même temps, c'est une réforme ambitieuse et un an plus tard, nous sommes aussi dans une logique de bilan, d'évaluation pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Toute réforme est difficile. Ça, c'est clair. Et je suis contente de vivre dans un pays où, justement, même dans une logique de réforme, nous avons la possibilité, et tous les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur opinion, leur approbation et leur désapprobation de ces réformes. Et donc, nous sommes maintenant aussi dans une phase d'évaluation pour voir comment, c'est quelque chose
qui est fait de manière continue, évidemment, mais si vous voulez, le bilan après une année s'impose. Comment est-ce que ce processus peut être amélioré? Je pense qu'un des aspects pour rendre le passeport plus accessible, justement, est la décentralisation. On ne va plus aux affaires étrangères pour son passeport. Nous avons des centres de capture. Nous sommes en train de travailler pour avoir plus de centres de capture à Kinshasa. Nous sommes aussi en train de travailler pour avoir une meilleure transparence sur la redevabilité. Nous nous rendons compte que malgré le fait qu'il y ait un système numérisé, il y a encore des failles. Un des défis, c'est le fait que l'outil numérique n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile ou accessible d'un point de vue des habitudes à toute notre population. Et donc, comment réduire le risque d'une exclusion vis-à-vis ou dans une logique, si vous voulez, de modernisation? Comment est-ce qu'on s'assure que toute la population vienne avec nous? Parce que nous nous rendons compte que c'est surtout les populations qui ne maîtrisent pas nécessairement l'outil informatique qui sont justement vulnérables à des abus, qui sont vulnérables à des soi-disant commissionnaires, qui se font passer pour des agents des affaires étrangères ou même, dans certains cas isolés, Madame, des agents, oui. Vous vous rendez compte que nous sommes quand même dans un pays à une dimension continentale? Tout à fait. Et que les centres de capture, il n'y en a pas partout. Justement. Il y a des gens qui doivent faire 200, 300, 500 kilomètres pour atteindre les centres de capture. C'est comme ça que j'ai dit, mais dans cette année ici, Oui. si vous évaluez ce qui a été fait comme pour disséminer cette technologie, est-ce qu'il y a eu un progrès? Parce que les gens doivent aller à Kinshasa, arriver à Kinshasa, Kisangani, peut-être Lubumbashi, mais le reste du pays, les 100 millions d'habitants, n'ont peut-être pas la chance d'avoir un passeport. Et nous sommes en train de travailler pour rendre cela plus accessible. Bon, écoutez, nous ne sommes pas, malheureusement, nous sommes un pays en guerre. Nous sommes aussi un pays qui a des limites par rapport à ses ressources. Donnez-moi des ressources illimitées en tant que ministre des Affaires étrangères ou donnez des ressources illimitées à mon collègue, le ministre de la Justice, et vous allez voir des miracles. Quelles sont des ressources nous devons, non, ce que je veux dire, c'est que nous devons contextualiser les choses. Il est important d'être ambitieux, mais il est aussi important d'être réaliste. Et moi, je ne suis pas dans une logique, si vous voulez, de vendre le rêve ou de faire des promesses qui ne correspondent pas aux moyens qui me sont donnés à travers la loi des finances. Et donc, nous sommes dans une logique d'une amélioration incrémentale. Le Congo ne va pas changer du jour au lendemain. Nous devons aussi être honnêtes dans les attentes. Nous devons accepter quand même la souffrance qu'il y a aujourd'hui à accéder à un passeport. Ce n'est Non, pas nous devons accepter le fait que les choses doivent s'améliorer, continuent à s'améliorer, mais ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain. Parce que ça, ce serait mentir. À moins que vous vouliez que je vous donne une réponse qui est peut-être cosmétique. Il s'agit justement de voir comment améliorer les choses, et nous sommes en train de travailler là-dessus. Un aspect, c'est que nous avons signé un partenariat. J'ai hérité d'un partenariat qui a été conçu et signé avant ma nomination en tant que ministre des Affaires étrangères avec une entité privée. Une année plus tard, nous sommes aussi dans l'évaluation de la performance de ce partenaire. Une chose dans laquelle le ministre de la Justice m'accompagne. Ce n'est pas parce que les choses ne sont pas sur la place publique qu'elles ne se font pas. Ce n'est pas parce que l'évaluation qui s'impose, parce que nous voyons qu'il y a une insatisfaction, nous voyons qu'il y a des attentes auxquelles nous n'avons pas donné une réponse qui nous satisfait nous-mêmes. Donc nous sommes dans une logique d'améliorer les choses. Mais peut-être que nous ne sommes pas dans une logique d'essayer d'améliorer les choses avec bruit et avec fanfare. Madame, une autre question avant que Rachel ne reprenne le flambeau. Sur la question des passeports. Il n'y a aucun problème. Madame, vous parlez des moyens, mais l'acteur principal de la diplomatie, c'est les diplomates. Et en une année, avez-vous touché ces diplomates? A-t-il été déployé dans des points stratégiques? A-t-il été alimenté de manière à être ce soldat qui se bat pour le pays dans le poste qu'il occupe à l'étranger? Qu'en est-il aujourd'hui de la qualité et du pouvoir des diplomates? Elle s'améliore, mais elle ne s'améliore pas à un rythme qui me satisfait moi en tant que ministre des Affaires étrangères. Parce que je connais mes diplomates, je connais leurs compétences, je connais leurs capacités et encore plus, je connais leur dévouement. Donc, il y a des avancées. Je pense que les salaires sont maintenant payés à un rythme beaucoup plus régulier. Est-ce que les salaires pourraient être revus à la hausse? Je pense qu'on est tous d'accord. C'est quelque chose qu'on se souhaite tous, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui doit s'améliorer forcément.
Il y a des questions comme la prise en charge des familles, la prise en charge médicale des familles. Tout cela, ce sont des chantiers, si vous voulez, qui ont été abandonnés pendant les dernières 30 années. Nous sommes en train de travailler justement à l'identification d'un prestataire qui va nous assurer pour la première fois dans l'histoire de notre pays la prise en charge en termes d'assurance santé pour tous nos diplomates et leurs dépendants. Nous ne l'avons jamais eu au Congo. Nous sommes en train de travailler là-dessus. L'autre aspect, évidemment, qui pèse sur beaucoup de nos ambassades, ce sont les frais de fonctionnement. Oui. Nous avons, à travers la loi des finances 2026, triplé la somme des frais de fonctionnement pour chaque ambassade, ce qui leur donne déjà une large marge de manœuvre pour répondre, si vous voulez, à leur réalité, à leurs défis. Mais tout cela, encore une fois, nous devons le contextualiser dans un pays où ce n'est pas seulement la diplomatie. C'est la diplomatie à côté de la justice, à côté des droits de l'homme, à côté de la défense, de l'intérieur. Et donc, certes, les ambitions sont là, les besoins sont là, mais en même temps, nous sommes conscients des défis auxquels nous faisons face en tant que pays dans son entièreté. Et c'est un effort justement de voir comment recadrer les choses. Sur le passeport, oui, sur nos représentations diplomatiques à travers le monde, c'est vrai, Madame la Ministre, vous le dites, les besoins sont énormes, il faut des moyens, mais au cours de cette année, puisqu'on fait de la rédavabilité pour ces 12 derniers mois, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les conditions de travail? Je parle de l'image que reflètent nos représentations diplomatiques à travers le monde, en Afrique et partout ailleurs, puisque quand on arrive quelque part, on vous présente l'ambassade de la République démocratique du Congo, vous regardez, mais vous vous dites, c'est pas à l'image de la grande nation RDC et de l'image que nous voulons vendre de la République démocratique du Congo, de sa diplomatie. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer les conditions, ne serait-ce que l'extérieur? Pas seulement soigner l'extérieur, mais attaquer les questions de fond comme le salaire, etc. de nos ambassadeurs à travers le monde. Donc j'ai déjà parlé de l'aspect de la prise en charge médicale des diplomates, qui est une innovation que nous inscrivons donc pour la loi des finances 2027. J'ai parlé du fait qu'en 2026, pour la première fois, nous avons triplé l'enveloppe pour les frais de fonctionnement. J'ai parlé aussi, ou je parle aussi du fait que nos ambassades, évidemment, notre patrimoine immobilier doit être amélioré. Et je pense que l'année, il nous reste encore quelques mois. Certains d'entre vous savent déjà que nous avons acquis un immeuble au niveau de New York, dans un emplacement assez stratégique. Je pense que cela va contribuer à redorer l'image de la République démocratique du Congo au niveau de New York, mais évidemment, il y a plus que New York. Et je pense que d'ici la fin de cette année, vous allez pouvoir voir comment nous allons inaugurer des nouvelles ambassades, de nouvelles chancelleries dans des capitales stratégiques, mais aussi comment nous allons réhabiliter les biens qui nous appartiennent, et qui, je le dis encore une fois, pendant plus de 30 années ont été complètement négligés. Et donc, je pense que ce sont des étapes qui sont très importantes pour nous, parce que nous travaillons sur plusieurs domaines, et notre soldat, c'est le diplomate, et pour le diplomate, nous devons créer des conditions de travail, mais aussi des conditions de vie qui leur permettent à s'épanouir et justement à défendre la République démocratique du Congo et ses intérêts dans toutes les plateformes auxquelles ils ont accès. Sur la question des passeports, une observation. Peut-être qu'on vous en a déjà parlé, Madame la Ministre. Quand on se présente chez les agents d'immigration à travers le monde et que vous présentez votre passeport congolais, le code barre ou QR code en bas du passeport devrait en principe renseigner sur le passager. Mais le passeport congolais, de l'observation, puisque il nous est arrivé de faire cette expérience, quand l'agent prend votre passeport et le passe à la machine, aucune indication. Deuxième passage. Troisième, il est obligé de faire manuellement. Alors que quand vous regardez celui qui vient derrière vous avec un autre passeport d'un autre pays, la première fois que le passeport passe et tout est renseigné, est-ce que c'est une faille ou c'est fait à dessein?
Je vous invite à nous donner plus d'éléments et on pourra voir cela avec nos techniciens. Je pense qu'encore une fois, c'est un nouveau passeport. Quand vous comparez notre passeport avec celui d'autres pays de la région, il a, d'un point de vue de sécurité, de sûreté, pour un passeport d'un pays en guerre, il répond à beaucoup de critères. Il est d'un standard international qui est vraiment, qui peut être comparé avec beaucoup de pays moderne, si vous voulez, ou qu'on considère peut-être plus avancé sur d'autres domaines. Donc d'un point de vue de qualité, je dois dire que ça c'est le travail qui a été fait par mes prédécesseurs. Nous n'avons ménagé aucun effort pour doter la République démocratique du Congo d'un document de voyage et d'identification sûr, sécurisé et aux standards internationaux. Donc vous parlez de quelque chose de très spécifique qui vous est arrivé à vous, peut-être à d'autres personnes. Il ne m'est pas arrivé et je dois vous dire que j'ai quand même, ça fait partie de mon travail, je me retrouve quasiment 80% du temps dans un avion en train de voyager. Donc, je vous invite à partager justement ces éléments. Comme je le dis, c'est une réforme, nous apprenons, nous améliorons. Il y a aussi d'autres éléments que nous avons changés de l'ancien passeport à ce nouveau passeport pour qu'il soit à la hauteur aussi des exigences que nous avons et des exigences que d'autres pays ont. Donc, vous êtes la bienvenue aux Affaires étrangères pour nous expliquer ce problème et on va voir comment y trouver une solution ou mieux comprendre le problème. Et il n'y a pas de code QR sur le passeport congolais, juste pour clarifier. Madame la ministre d'État, nous abordons un autre aspect de notre entretien, c'est le dossier de la francophonie. Dans quelques mois, ça sera le sommet où vont se dérouler, c'est moi, la désignation de tous les responsables. En tout cas, on va choisir la secrétaire générale de la francophonie. Nous sommes très engagés dans une campagne très forte pour Juliana Lumumba. Quelles sont les perspectives de cette action? Nous en faisons une option ou bien nous en faisons une priorité nationale? Je pense que quand vous avez une candidate déjà de la stature de Madame Lumumba, qui est désignée par le président de la République, qui accompagne le président de la République dans plusieurs déplacements, vous voyez que ce n'est pas juste une option, c'est un choix au sommet de la République. Et c'est un choix que nous assumons et que nous défendons parce que c'est une candidate compétente, c'est une candidate à la hauteur des défis auxquels fait face l'organisation. Et c'est une candidate qui a tout le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis certain, le gouvernement soutient son candidat. Mais dans le cas, vous savez que le pays est quand même sous l'ère du complot. On ne nous aime pas partout. Il y a des gens qui ont des ambitions. Je pense qu'on nous aime quand même. Je suis désolée. Peut-être qu'on ne doit pas tomber dans l'autoflagellation. Mais je dois vous dire qu'on est quand même un pays assez populaire. On nous aime, on aime nos léopards, on aime notre musique. S'il vous plaît, ne nous vendons pas en dessous de notre valeur. On nous aime, on nous respecte. Dans ce cas, vous êtes certain que nous allons gagner ce challenge? Non, pas du tout. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre les choses. Très bien. Un choix politique, un choix diplomatique n'est pas un reflet de la popularité d'un pays quand même. Donc, si ce choix n'est pas favorable au Congo, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ce ne sera jamais la fin du monde. Parce que les gens disent que si nous n'avons pas ce poste, nous devons quitter la francophonie. Est-ce que nous sommes dans ce genre d'extrémité? Ou bien nous le faisons de manière sportive? Je ne me lance pas dans des spéculations. Nous sommes dans une logique d'une campagne. Une campagne que nous sommes en train de battre avec détermination, mais aussi avec compétence, avec des retombées positives, et nous avançons jusqu'à au dernier mètre. Mais je ne me lance pas dans des spéculations et dans des scénarios qui peuvent être peut-être populistes, qui peuvent générer des likes et des retweets, mais nous ne sommes pas dans ce genre de jeu. C'est bien passé. Au sujet de la francophonie, la candidate de la République démocratique du Congo qui accompagne le vice-ministre, le ministre délégué aux Affaires étrangères en charge de la diaspora et de la francophonie, Crispin Panzou, se retrouve actuellement au Vietnam où ils sont allés dans le cadre justement de cette campagne électorale. Madame la ministre, il y a eu on va dire ce voyage fait ici en Europe, en Afrique. En Europe, il y a eu la période du Canada, aujourd'hui au Vietnam. Est-ce que vous avez
un retour de ces pays qui accueillent la délégation congolaise? Et est-ce que ce retour donne lieu à un espoir sur la candidature de Madame Juliana Lumumba pour les prochaines élections au Cambodge? Évidemment, sinon nous ne continuerions pas la campagne, n'est-ce pas? Le fait que nous sommes engagés dans une campagne, que cette campagne continue, que l'appui du président de la République continue. Il y a quelques jours à peine, le président de la République était au Gabon. Madame Lumumba faisait partie justement de la délégation. Il a présenté notre candidate à son homologue gabonais. Donc je pense que le fait que nous sommes toujours unis dans notre campagne et derrière notre candidate montre justement de un que les échos sont favorables, mais aussi que dans notre analyse en tant que gouvernement, nous considérons que c'est une candidature qui mérite nos efforts, qui mérite aussi la mobilisation des ressources politiques, diplomatiques et autres que nous sommes en train de déployer pour le succès de cette campagne. C'est dans 3 mois l'élection. Concrètement, qu'est-ce que les Congolais qui vous suivent à Boudjala, qui vous suivent à Luozi ou qui vous suivent à Tshilenge peuvent retenir de cette présidence, on va dire, du secrétariat général de la francophonie qui sera assumé, j'ai foi, à la République démocratique par la RDC? Quel avantage pour le pays? Bon, alors l'OIF est une organisation internationale qui regroupe justement tous les pays ou la majorité des pays qui ont en commun la langue française, pas uniquement comme langue officielle, mais qui sont reliés, si vous voulez, par cette langue et aussi par une affinité pour cette langue et pour la culture, si vous voulez, partagée de cet espace. Donc, avoir le poste de secrétaire général de l'OIF, évidemment, c'est une responsabilité très importante. C'est une plateforme multilatérale à travers laquelle nous pouvons continuer à mobiliser et à pousser pour un multilatéralisme dynamique, pour un multilatéralisme pluriel qui entend les voix d'autres pays. Je pense qu'il est très important aussi dans une organisation comme l'OIF de s'assurer justement qu'elle représente la diversité aussi des pays qui ont épousé le français comme une de leurs langues ou leur langue principale. Et la République démocratique du Congo occupe une place quand même assez importante vu son poids démographique en tant que pays membre de l'OIF. Je pense aussi que quand vous vous penchez sur la campagne de notre candidate, c'est l'occasion justement de voir comment à travers l'OIF nous pouvons renforcer un rapprochement et des échanges entre les peuples. Je pense que c'est une plateforme idéale pour promouvoir la diplomatie, pas seulement la diplomatie culturelle, mais les échanges à travers les sports et loisirs. Nous avions les Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Je pense que c'était un grand succès et je pense qu'ils ont attiré beaucoup, non seulement au niveau de la RDC, mais bien au-delà, tous les pays qui ont participé. Nous avons à travers l'OIF aussi l'opportunité de promouvoir la diplomatie scientifique, les échanges, promouvoir les échanges économiques. Et donc, c'est une plateforme qui s'offre à nous pour étendre, si vous voulez, notre empreinte et notre contribution sur les questions courantes du monde. Et pour nous, c'est évidemment aussi un aspect de notre diplomatie, une diplomatie qui retourne, si vous voulez, au cœur des grands débats du monde. Nous avons été en retrait pendant très longtemps et la République démocratique du Congo est en train d'assumer une plus grande présence à travers différents forats, des Nations Unies évidemment, mais au niveau de la région, de la sous-région et aussi au niveau d'organisations telles que la francophonie. Notre pays est agressé aujourd'hui, la guerre de l'Est elle a atteint un niveau d'indignation mondiale qui demande une grande diplomatie. D'ailleurs, vous-même, vous êtes dans l'avion tout le temps et dans les différents conseils, mais qui demande aussi une action en justice, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Ce qui fait que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice, vous devez avoir des passerelles de collaboration. Comment vous collaborez pour que la diplomatie que vous menez fonctionne de manière à permettre à cette justice-là, qui est souvent au niveau international, puisse fonctionner? Quels sont les dossiers sur lesquels vous ne vous lâchez pas? Chaque matin, vous vous appelez, vous discutez, vous échangez. Quels sont ces dossiers-là? Bon, nous ne sommes pas toujours dans les mêmes fuseaux horaires, donc on n'arrive pas à s'appeler chaque matin, n'est-ce pas? Même si je le souhaitais.
N'est-ce pas? Non, mais je pense que le ministre d'État peut certainement approfondir la question, mais encore une fois, nous sommes dans un contexte justement où il y a beaucoup de parallèles, beaucoup de thématiques en fait qui touchent l'une à l'autre. Déjà, le ministère des Affaires étrangères a ce rôle et ce mandat-là d'être la passerelle entre tous les autres ministères et le reste du monde. Oui. Et donc forcément, il y a un échange qui doit se faire de manière permanente. Il ne se fait peut-être pas au niveau des ministres, et je pense que c'est très important. Les ministres ne sont pas là pour faire le suivi des correspondances, donc nous sommes très contents quand nous savons que nous avons des équipes qui se connaissent, des équipes et une administration qui travaillent ensemble. Maintenant, sur les dossiers stratégiques, sur les dossiers politiques, évidemment que nous échangeons. Nous suivons les dynamiques au niveau de la Cour internationale de justice, les dynamiques au niveau de la CPI. Nous suivons aussi les débats au niveau du Conseil de sécurité, parce que même ce Conseil de sécurité-là est un outil justement ou plutôt un mécanisme qui passe des résolutions, par exemple, qui ont un caractère juridique. Et donc, il y a plusieurs points d'intersection sur lesquels nous travaillons. Je pense que je vais peut-être laisser le Mineta approfondir sur quelques-unes des thématiques sur lesquelles nous avons à échanger, y compris, par exemple, les sanctions au niveau du Conseil de sécurité. Monsieur le ministre. Bon, j'aimerais juste renforcer ce que Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères vient de dire. Avant que je puisse aborder de façon spécifique quelques dossiers emblématiques, j'aimerais dire aussi que le ministère de la Justice a le rôle du conseiller juridique du gouvernement. Ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire que nous avons la charge de défendre les intérêts de la République sur le plan judiciaire, aussi bien dans le pays qu'en dehors du pays. Ça c'est tout à fait normal qu'il y a des procès contre la République à l'étranger, il y a des procès qui sont menés de mauvaise foi, puisqu'on pense quelquefois qu'il faut porter plainte contre l'État pour gagner des millions de dollars. Notre rôle, c'est de conseiller les différents ministères dans ces domaines-là. Deuxièmement aussi, l'État est engagé dans des activités qui nécessitent la signature des contrats ou des conventions, des contrats et des conventions. Nous devons nous assurer que ces contrats et conventions assurent l'intérêt supérieur de notre État. Et ce qui arrive souvent, c'est que certaines de ces sociétés, des individus portent plainte contre l'État sur le plan international, et nous défendons ça. C'est ce qu'on appelle le domaine du contentieux. Et le contentieux, il est national, il est régional, il est continental, et puis il est international. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'était un des aspects importants qu'on ne voit pas toujours, parce qu'il s'agit de la crédibilité de l'État. L'État qui est accusé, peut-être à tort, ou qui est condamné à payer des millions de dollars, alors que la société qui avait contracté avec l'État, c'était un marché, par exemple, des centaines de mille de dollars, il va demander des dommages et intérêts des millions de dollars. Donc nous devons assurer la défense de l'intérêt. Ça, c'est un des aspects importants des contentieux. Et aussi, il faut que, lorsque nous sommes condamnés, nous devons payer. Et payer, c'est aussi sauver la crédibilité. Et tout cela, ça s'est fait, les notifications, ça s'est fait à travers le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez, nous sommes saisis formellement à travers le ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire que si un État, si une société porte plainte contre un autre État, s'il va juste déposer la plainte à l'ambassade, nous ne sommes pas saisis. Il faut que ça arrive au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et c'est dans ce sens-là que nous avons créé ensemble un guichet unique de toutes ces requêtes qui viennent pour que nous puissions être efficaces, répondre à temps. Et les deux ministères, les deux secrétaires généraux et les techniciens travaillent dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, notre pays a signé un certain nombre de conventions internationales. Une convention internationale, je donne juste un exemple. Nous avons signé
la convention, l'accord de coopération judiciaire avec le Congo-Brazzaville depuis 1978. Cet accord n'a jamais été exécuté. Ça n'a jamais été exécuté des deux côtés. Et je me suis rendu compte que ça n'exécutait pas puisque nous manquions l'implémentation d'un cadre qui pourrait vraiment assurer la coopération judiciaire. Je suis parti, j'ai vu mon collègue de Brazzaville, nous sommes rendus compte qu'il fallait nécessairement ressusciter cette convention et puis bien sûr l'améliorer, etc. Nous sommes dans ces processus-là. Donc c'est là qui fait que cette coopération judiciaire, ça se passe avec l'appui des ambassadeurs. Vous voyez, avec l'appui des ambassadeurs. Le cas que nous avons à Brazzaville, je n'entre pas en détail puisque c'était un cas qui est sous investigation judiciaire, donc il faut respecter le secret de l'instruction. Je ne reviens pas sur cette question-là, mais nous sommes en train de traiter cette question sur le plan diplomatique, en vertu de l'accord judiciaire, à travers l'ambassade, et nous communiquons entre nous sur cette question, puisque, vous savez, s'il faut faire un transfèrement d'un individu ou bien échange d'informations, ça implique plusieurs ministères. Le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère aussi de la Défense et de l'Intérieur. Vous voyez un peu l'articulation de cet exercice. Bien sûr que il y a certains pays qui ont signé des obligations internationales, des conventions, etc., qui doivent respecter. Et respecter, c'est dans ces cadres-là que notre pays a estimé que, parce qu'il y a, les Nations Unies nous demandent de résoudre nos conflits par des voies pacifiques. Par des voies pacifiques, à travers le ministère des Affaires étrangères, par l'accord de paix, par des voies pacifiques aussi, en se référant à l'organe de la charte, qui est la Cour internationale de justice, pour résoudre ces problèmes. Nous, comme État, nous ne sommes pas dans un état de belligérance, nous n'avons pas envahi un pays, nous avons dit qu'il était nécessaire pour nous de nous référer à l'organe par excellence de la justice internationale, qui est la Cour internationale de justice. Combien d'actions actuellement? Non, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que ça, c'est extrêmement important de le dire. Nous avons fait une requête contre le Rwanda pour violation de ses obligations internationales, notamment la Convention sur la prévention et la répression du génocide et la Convention contre la torture. Vous voyez, ça c'est un cas d'école très très précis et nous sommes engagés dans ça. Et je pense que cet exercice c'est vraiment unique. C'est la première fois que nous avons pris cette stratégie et on est vraiment confiant sur ça. Il y a d'autres cas que je ne peux pas dévoiler ici. Que je ne peux pas dévoiler ici. Ce n'est pas l'endroit. Secret d'État oblige. Il y a une série de plaintes qui vont être portées contre certains pays pour le rôle et contre certaines sociétés qui ont pillé notre pays dans une situation de guerre, dont les actions sont intimement liées aux crimes qui ont été commis dans notre pays. Et d'ailleurs, certains de façon individuelle ou personnes morales ou personnes physiques ont été sanctionnés par les États, par certains États, par les organisations internationales, etc. Donc il y a des actions dans ce sens. Donc nous avons une série d'activités sur le plan judiciaire et je pense que c'est ça qui est aussi important. Et ce n'est pas le lieu, j'insiste sur ça, de venir dévoiler certaines stratégies et secrets d'État ici dans cette société. Alors avant de prendre, vous me faites-il les questions du public? Oui. Toute petite question à Madame la ministre des Affaires étrangères. La protection des Congolais vivant à l'étranger, c'est aussi dans votre cahier des charges que vous avez fait ce mois-ci pour protéger les Congolais vivant à l'étranger. Et si des Congolais qui se retrouvent aujourd'hui, on a vu les cas en Afrique du Sud où ils sont victimes d'actes
Qu'est-ce que vous avez fait? Jusqu'où peut aller l'action diplomatique pour protéger les droits de ces Congolais vivant à l'étranger? C'est pareil pour la justice. Tout à fait. Je pense que c'est une question tout à fait légitime, surtout pour un pays qui a une diaspora aussi vaste que la nôtre et répandue dans tant de régions. Et nous voyons très souvent justement des cas qui sont malheureusement très troublants parce qu'ils montrent à quel point certains de nos compatriotes sont vulnérables à l'étranger. Donc un point fondamental est de voir comment renforcer nos ambassades, surtout dans les villes ou dans les pays où nous savons que nous avons une forte diaspora. Et donc ça, c'est peut-être plutôt dans le cadre de la prévention ou de la réponse sur place quand il y a des incidents, pour voir comment nous pouvons fournir aussi un accompagnement à nos concitoyens. Il y a évidemment des cas un peu plus extrêmes, un peu plus tragiques aussi. Je me suis rendue à Dublin, en Irlande, où nous avions perdu un compatriote après une intervention musclée des services de sécurité d'un magasin. Et c'était pour moi l'occasion d'échanger avec non seulement mon homologue, la ministre des Affaires étrangères irlandaise, mais aussi le ministre de la Justice, tout comme la présidente de l'Irlande, pour faire part déjà du fait que la République démocratique du Congo suivait ce cas de près. Ce n'est pas parce qu'un de nos citoyens est loin, dans un pays où nous n'avons pas une ambassade sur place, qu'on peut tout se permettre. Et je pense qu'il est important justement pour un pays qui revient en puissance à travers sa diplomatie de montrer que nous sommes aux côtés de nos concitoyens et que nous avons un regard là-dessus. Dans ce cas spécifique, nous avons fourni une assistance à la famille pour leur faciliter justement la gestion du cas même, parce que malheureusement c'était une tragédie, si vous voulez, c'était une tragédie et ce n'était pas une situation qui évoluait, mais nous étions face au décès de la personne. Dans d'autres cas qui sont un peu plus dynamiques, comme en Afrique du Sud, où j'étais la semaine passée et où j'ai eu un entretien avec notre communauté, chose que j'essaye de faire à tous mes déplacements quand le temps le permet, nous avons fourni une assistance pour faciliter le retour de certains de nos compatriotes qui souhaitaient quitter l'Afrique du Sud. Je pense qu'il est très important de souligner le fait que quand il s'agit de la diaspora, nous ne voulons pas présenter les personnes ou confronter les personnes à un choix, soit le retour, soit aucun appui quelconque. Je pense que les diasporas congolaises contribuent aussi au bien-être de beaucoup de communautés ici, parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils sont intégrés dans les pays d'accueil, dans les communautés d'accueil où ils sont. Et donc, il est important pour nous de voir comment nous les accompagnons là où ils sont et comment nous les accompagnons quand ils veulent revenir au Congo. Donc, dans le cas de l'Afrique du Sud, plus précisément, vous savez que le Conseil de ministres a tablé sur la question. Il y a eu une instruction donnée très clairement au niveau de la Première ministre et nous avons déjà mené des premières évaluations pour avoir une idée générale du nombre de compatriotes qui voudraient revenir en RDC. Évidemment, il faut voir comment offrir un dispositif selon les moyens dont nous disposons pour leur faciliter ce retour. Donc nous avons une première vague de retour. Nous sommes aussi dans une optique de continuer cette dynamique pour ceux qui souhaitent revenir en RDC et en même temps, évidemment, un échange continu avec nos homologues respectifs pour insister sur le traitement et le traitement de nos compatriotes dans le respect du droit du pays respectif, mais aussi des droits de l'homme et d'autres aspects du droit international. Alors, on va maintenant prendre les questions du public. Le public qui nous accompagne pour ce panel. En face de vous, Madame la ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur, vous avez la parole, vous vous présentez. Question directe et vous dites à qui vous adressez votre question, s'il vous plaît. Merci pour la parole accordée. Je suis Nimrod Lusakweno Masenga, étudiant en master des droits pénals à l'université de Kinshasa. Alors, Madame, notre question, nous aimerions savoir où en est-il avec les processus de paix engagés par la RDC. Qu'en est-il du processus de paix engagé par la RDC? C'est-à-dire, faites-nous les points
en ce qui concerne le processus de paix engagé par la RDC. Compris. Une deuxième personne? Je suis étudiant Benoît Lokachakoy de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et vice-président de la cassation Touche Noire. Voilà, j'aimerais revenir sur une question d'actualité qui est d'ailleurs une question récurrente ou une question permanente concernant la situation carcérale ainsi que l'alimentation des détenus, puisqu'il faut citer ici la prison de Makala, mais aussi au niveau intérieur, il y a la prison de Lodja. Je suis dans la province du Sankuru. Alors, monsieur le ministre de la Justice, malgré les mesures de désengorgement et des réformes annoncées, l'on constate que la situation de plusieurs prisons du pays reste préoccupante. Par exemple, ici, j'ai noté conditions d'hygiène difficiles, au point que certaines prisons sont parfois qualifiées de mouroirs, c'est-à-dire un lieu où des gens meurent de temps en temps, et pour certains qui font des études, des prisons sont parfois qualifiées comme étant des centres thanatologiques. Alors, monsieur le ministre, comment expliquez-vous le fait que l'État peine encore à garantir des conditions de détention dignes, notamment par l'alimentation des détenus, et quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour changer durablement cette situation qui, à mon humble avis, reste préoccupante? Et telle est notre inquiétude, qu'il vous plaise justement de revenir là-dessus. Merci. Merci. On prend une troisième personne et puis on va passer aux réponses. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Je suis l'étudiant Tchouba Kabigaoura Patrick. Nous sommes en terminale en droit pénal à l'université de Kinshasa. Monsieur le ministre de la Justice, le 26 juin 2026, la République démocratique du Congo a déposé une requête contre les Rwandais à la CIJ, Cour internationale de justice. Concrètement, je voulais savoir quel reproche la RDC au Rwanda devant cette juridiction. Qu'attend-elle de cette procédure et quelles sont les prochaines étapes après la première réunion procédurale du 22 juillet? Merci. Merci. Nous prenons d'abord les premières réponses et puis nous reviendrons. Ouais, les réponses aux trois premières questions, oui. Madame la Ministre. Alors, oui, la question sur les processus de paix. Oui. En effet, nous sommes engagés dans plusieurs processus de paix. Le processus de Washington, qui est un processus international, donc sous la facilitation des États-Unis d'Amérique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous avons aussi le processus de Doha, qui est un processus entre la République démocratique du Congo et des représentants du mouvement du 23 mars. Et bon, je pense que il y a eu des avancées importantes dans les deux cas. Nous avons vu qu'au niveau du processus de Washington, et je pense que c'est l'avancée la plus importante, au-delà de la mise en place des différents mécanismes, nous avons eu quand même un suivi rigoureux des obligations des uns et des autres qui s'est traduit par le fait que certains individus et certaines entités ont été sanctionnés. Je pense que c'est quelque chose de très important qui montre que le processus continue. Maintenant, la question principale, évidemment, et c'est la question qui est la plus importante pour nous tous, c'est le processus continue et avance d'un point de vue diplomatique, mais comment avance-t-il sur le terrain? Et je pense que c'est là où nous avons le plus grand défi. Comment réduire l'écart, si vous voulez, entre la pratique diplomatique et la réalité sur le terrain, parce que nous nous retrouvons quand même avec un pays qui reste occupé, malgré le fait que le Rwanda a l'obligation et a signé de manière volontaire le fait qu'ils allaient retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Cette réalité persiste encore et nous savons qu'il y a encore des troupes rwandaises qui occupent le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Du côté de la RDC, je pense que vous êtes tous conscients de l'avancée importante qui a été faite par rapport à la question des FDLR et le fait que nous sommes engagés maintenant dans une logique d'un désarmement volontaire d'FDLR, d'une volonté assumée des FDLR de se désarmer, mais aussi
d'être démobilisés et rapatriés dans leur pays d'origine. Les FDLR sont rwandais. Ils vont rentrer chez eux au Rwanda. Et je pense que c'est quelque chose de très important qui montre aussi à quel point nous restons déterminés à honorer nos engagements dans le cadre du processus de Washington. Le processus de Doha, vous savez, c'est un processus où nous avons affaire avec l'extension du Rwanda en République démocratique du Congo, à savoir le M23. Et je pense que cela montre aussi justement à travers la résistance que nous voyons du M23 à s'exécuter, à respecter, à honorer ses engagements, nous voyons aussi que la pression du processus de Washington a un impact sur le fonctionnement du groupe et que le fonctionnement du groupe est sous pression. Justement parce que au niveau du processus de Washington, le Rwanda est de plus en plus en difficulté. Nous sommes convaincus que le point de départ reste l'origine et reste le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui est en train d'alimenter le M23, et donc nous continuons à mettre la pression sur tous les niveaux, et nous continuons aussi à démontrer à tous nos partenaires notre conviction que nous allons respecter aussi tous nos engagements à travers les différents processus. Merci, madame. Vous avez de grandes questions là. Oui, des grandes questions importantes dans le cadre du processus de paix, c'est les aspects liés à la justice. Liés à la justice, vous savez que tout processus de paix a pour objectif final, c'est vraiment faire ramener la paix et aussi la justice. La justice et faire en sorte que les crimes qui ont été commis par les différents acteurs puissent être effectivement sanctionnés. Et dans ces cas de processus de paix, notre pays s'est assuré que ceux qui doivent bénéficier des mesures de confiance, par exemple la libération des personnes, que les personnes qu'on va libérer entrent dans le cadre de cet accord-là, n'aient pas commis des crimes graves au regard du droit international, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, possibles actes de génocide, les crimes de guerre, les crimes sexuels liés au conflit, etc. Ça, c'est extrêmement important de le dire. C'est que nous avons, notre gouvernement a pris des précautions pour ne pas donner une prime à l'impunité. Deuxième élément aussi à compléter en ce qui concerne les FDLR. Je crois que c'est important de clarifier cela. Les FDLR qui ont commis des crimes chez nous, ils seront jugés. Ça, c'est l'engagement du gouvernement. Je sais que le gouvernement que vous connaissez essaye d'avancer qu'il y a une sorte d'impunité, etc. Non, ils vont être jugés. Et d'ailleurs, certains déjà ont été jugés pour avoir commis des crimes chez nous. Donc nous sommes un État sérieux. Et bien sûr que dans ces cadres-là aussi, nous allons élargir. Parce que jusque-là, et je l'avais dit déjà, les personnes qui ont été jugées chez nous, c'était seulement les Congolais. Cette fois-ci, toute personne, étrangère ou pas, qui a été responsable des crimes graves, sera aussi jugée chez nous. Et dans le cas du Rwanda, nous allons nous référer à la responsabilité des commandements. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Maintenant, je reviens sur des questions spécifiques en ce qui concerne... Les questions pénitentiaires. Donc pénitentiaires, les conditions de... J'aimerais ici dire que ces questions sont un défi à l'heure actuelle pour notre gouvernement. D'abord sur le plan des infrastructures. Toutes les prisons que nous avons ont été construites il y a 100 ans, entre 100 ans et 70 ans. Donc la première prison que notre pays va construire, c'est la prison de Mbandaka. Or, lorsque ces prisons avaient été construites, c'était pour un nombre limité de la population. Aujourd'hui, nous avons 100 millions d'habitants. Et il y a des zones criminogènes, par exemple les zones minières, où on a vu du jour au lendemain un nombre important des criminels, etc. Au-delà de cela,
puisque ça augmente, je pense que le budget alloué ne correspond pas aux besoins de l'augmentation de la criminalité, ce qui pose aussi effectivement un certain nombre de problèmes. Donc pour répondre, adresser ces questions, nous avons ces projets de reconstruire dans l'immédiat des prisons. Donc on est en train d'explorer. D'ailleurs, j'avais reçu des instructions du président de la République que nous puissions réfectionner ou réfectionner la prison de Chinkakassa à Boma, à Ngenga et ailleurs pour permettre un désengorgement. C'est vrai qu'en tant que ministre de la Justice, j'ai la compétence de signer des arrêtés de libération conditionnelle. Donc, depuis que je suis là, je signais plus de 800 personnes ont bénéficié des libérations conditionnelles. C'est rien, nous devons aussi être dans la légalité. L'autre problème, c'est que les libérations provisoires dépendent de toute une chaîne avec le ministère public, avec la justice, etc. Ça, c'est aussi un défi important. Donc, nous essayons maintenant de voir comment nous allons adresser ça. S'agissant de questions de nourriture, etc., je vous donne un exemple. Ça, c'est vraiment un défi. Je vous donne un exemple. Du jour au lendemain, nous avons 100 personnes qui entrent en prison dans la prison de Matala. Le budget n'a pas augmenté. Comment vous allez avec un budget, j'estime, de $100 000 et vous avez 100 personnes en plus sans que ça bouge? Ça pose un problème de nutrition. Je pense qu'avec des instructions claires ont été données au gouvernement pour essayer d'améliorer, parce que ça ne concerne pas seulement la nourriture, ça concerne aussi le cas de la santé et autres. Et enfin, nous avons essayé de faire un effort pour arrêter la question de la corruption. La question de la corruption. Parce qu'il y a des gens il y a une chaîne de la corruption, parce que l'argent n'arrive pas toujours au directeur de prison. Et je pense qu'on a fait un effort aussi pour adresser ça. Donc il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits de ce niveau-là. Donc il y a de nouvelles prisons qui vont être créées. Il y a l'amélioration. Nous avons un accord avec le CICR pour améliorer les conditions de détention, aussi la fourniture des équipements ainsi que des médicaments pour nos prisonniers. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce que nous sommes allés chercher dans la procédure internationale contre le Rwanda? La Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, je crois que je l'avais effleuré. J'avais effleuré la question le plus rapidement possible. J'avais sincèrement indiqué et insisté que notre gouvernement est dans une approche des règlements pacifiques d'un différend entre États. Donc nous ne sommes pas dans la logique d'agression, d'aller agresser un autre pays. Et c'est dans ces cadres-là que, effectivement, nous avons fait une requête à la Cour internationale de justice en se basant sur l'obligation du Rwanda de respecter ses obligations internationales. Et je crois que ça, c'est ça. La démarche, c'est quoi? La démarche, c'est qu'il y a eu la première réunion entre les deux parties, et maintenant nous avons fixé les délais pour l'échange des mémoires, et ça c'est la procédure qu'on doit absolument respecter. Il ne m'appartient pas à faire des commentaires sur un processus en cours. Et lorsque j'étais parti à La Haye, lorsque j'avais fait mon discours, j'avais dit que le gouvernement congolais va s'abstenir de faire des commentaires ou des observations qui risquent d'être interprétées comme obstacle à cette administration de la justice. Le Conseil des droits de l'homme avait décidé de mettre en place une commission d'enquête sur les violations qui se sont déroulées dans notre pays. À date, à ce jour, où en est cette enquête? Je vous en prie, prenez encore le micro. Où est cette enquête-là décidée par le Conseil des droits de l'homme? Je vais répondre de façon rapide.
Vous savez, le Conseil des droits de l'homme, c'est l'organe par excellence qui examine sur le plan international la manière dont les États respectent leurs obligations en matière des droits de l'homme. Et c'est dans ces cadres-là que, le Conseil avait mandaté le Haut Commissariat aux droits de l'homme de mettre en place un fact-finding, c'est-à-dire une mission d'établissement de faits. Et ça, c'était la première victoire, parce qu'il s'agit d'une première victoire diplomatique, puisque c'est à travers la diplomatie agissante que nous sommes arrivés à convaincre les autres États à ce que nous puissions avoir cette commission d'établissement des faits. La commission d'établissement des faits était venue, il a fait son travail, il a fait un rapport au niveau du Conseil des droits de l'homme, et c'est sur base de ces rapports du Conseil des droits de l'homme qu'on a vu la gravité et que nous avons eu encore une autre victoire, malgré l'opposition, le lobby important, et Madame la Mineta peut effectivement le témoigner, malgré l'opposition pour qu'on mette pas en place une commission d'enquête internationale sur les violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires qui ont été commises à l'est du pays. Ça, il faut le dire, c'est-à-dire que cette commission-là ne couvre pas le reste du pays. Bien que la Cour pénale internationale a ouvert une situation permanente ici. Ça veut dire que la Cour pénale internationale peut se saisir à tout moment des crimes. Mais en ce qui concerne l'Est, nous avons cette commission d'enquête. La commission d'enquête internationale a commencé son travail, bien qu'un peu en retard. Elle est confrontée un peu à des problèmes financiers, parce que vous savez que les Nations Unies en général aujourd'hui sont confrontées à un problème de ressources financières. Et donc, ce qui fait que il fallait que les États payent leurs cotisations pour que on puisse donner l'argent affecté à cette commission. Un secrétariat permanent a été ouvert ici, qui suit les travaux. Les membres de la commission viennent ici. Notre État s'est engagé à fournir la collaboration à cette commission sans interférence, parce que c'est une commission indépendante. Mais entre-temps, il y a des sanctions qui sont prises contre le Rwanda dans ce dossier. Vous pensez, madame et monsieur, que ces sanctions peuvent résoudre cette crise persistante? L'impact de ces sanctions sur la crise elle-même? On commence avec vous, madame Watermier. Je vous en prie. Je pense que sur cette question, il faut dire qu'il y a plusieurs types de sanctions. Il y a des sanctions qui sont prises sous le chapitre 7. C'est le Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité, sur base des informations qui sont venues des États, des différents acteurs, qui sanctionnent des individus. Certaines organisations internationales, continentales, comme l'Union européenne, prennent aussi des sanctions. Et enfin, nous avons des pays de tradition, des sanctions comme les États-Unis. Ça, c'est l'aspect. Au-delà de ces sanctions, puisque ces sanctions couvrent aussi des crimes qui ont été commis qui peuvent être qualifiés par le droit international devant un tribunal compétent, des crimes contre l'humanité et autres. C'est là où notre justice, et c'est pourquoi je dis tout à l'heure que je ne vais pas dévoiler la stratégie de notre pays en ce qui concerne comment nous pourrions judiciariser les sanctions qui ont été imposées par les différents États et par les différentes organisations internationales sur ces questions. Donc il y a un aspect juridique et judiciaire assez important. J'ai ouï dire que quelqu'un qui a été sanctionné par les États-Unis, il est en train de chercher à challenger cette décision devant les cours des tribunaux américains, ce qui est une très très bonne chose. Ça nous permettra nous aussi d'entrer dans la matière pour démontrer le caractère des crimes graves, etc. Parce que vous voyez, quand un pays comme les États-Unis sanctionne un individu, ça veut dire qu'ils ont un faisceau d'indices et de faits qui démontrent qu'ils ont commis des crimes graves, puisqu'il y a gel des avoirs,
le fait qu'ils ne peuvent plus voyager comme il fait, ça c'est des sanctions vraiment d'ordre économique, etc. Mais il faut que cela être accompagné d'une action judiciaire. Là, il faut féliciter Madame la ministre des Affaires étrangères pour sa diplomatie sur cette question. Amenée, puisque je n'étais pas encore en fonction, mais pendant un temps, elle a fait en sorte que le Conseil de sécurité puisse se réunir d'urgence pour examiner la situation de notre pays. Et ça, c'est l'aboutissement des efforts qu'elle a faits au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité, parce que ce n'est pas toujours évident au niveau du Conseil de sécurité. Il faut avoir l'unanimité des membres et s'assurer qu'il n'y a pas un droit de veto. Le veto ne s'exerce pas. Et je crois qu'elle a reçu sur cette question. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je tenais à le dire. Et moi, je vais prendre le relais sur le plan judiciaire. C'est quand même rare que le ministre de la Justice fasse des éloges à son collègue. Non, ce n'est pas rare. C'est rare quand même. Non, pas du tout. Et ça fait plaisir, Pas madame. du tout. Non, nous sommes dans nous sommes dans un, vous savez, quand un pays comme la République démocratique du Congo fait face aux défis auxquels nous faisons face, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas être unis, de ne pas être solidaires. Et surtout en tant que gouvernement, en tant que membre du gouvernement, il serait honteux d'avoir les responsabilités que nous avons et de nous permettre la vanité de ne pas travailler les uns avec les autres pour des intérêts individuels ou mesquins. Et donc ce n'est pas du tout surprenant. C'est la manière dont nous travaillons parce que c'est quelque chose qui est exigé de nous par notre hiérarchie évidemment, mais aussi par notre conscience professionnelle. Et s'agissant de la portée des sanctions, l'impact des sanctions, qu'est-ce que vous dites? Je pense que, vous savez, les sanctions contribuent justement au changement du comportement des uns et des autres. L'individu, l'entité qui est sous sanction, forcément sans cette pression. Mais en même temps, il y a un effet de ricochet. On ne veut pas y être associé. On ne veut pas être trop proche de la personne. On repense ses stratégies. On repense aussi ses alliances. Et c'est un jeu de longue haleine, évidemment. Ce n'est pas quelque chose d'aussi rapide et dynamique, si vous voulez, que sur un champ de bataille. Mais croyez-moi, les sanctions ont aussi pour nous l'avantage que nous pouvons engager des conversations très difficiles et très robustes avec nos partenaires, comme ceux qui restent silencieux, comme ceux qui font le choix de ne pas sanctionner. Et ça nous permet à nous d'engager des conversations avec eux pour comprendre exactement la nature de leur silence ou le choix qu'ils font parfois pour condamner certaines déclarations, par exemple, et pour rester silencieux quand il y a d'autres situations. Et ça nous donne à nous aussi la possibilité de remettre en question la sincérité, si vous voulez, des principes et des valeurs qu'ils semble défendre et semble aussi exiger de notre part. Donc c'est très important et je pense qu'à long terme, évidemment, ça a un impact sur la manière dont les uns et les autres se comportent. La personne et l'entité sanctionnée ne vont jamais vouloir concéder le fait qu'ils sont sous pression. Et donc, il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources qui sont investies pour garder une façade et comment dire. En réalité, au fond, c'est la fissure. Justement. Nous allons aller vite, parce qu'on va bientôt terminer. La lourde responsabilité diplomatique de la République démocratique du Congo, Madame la ministre, les Congolais savent, vous la portez si bien, puisque on a de retour des uns et des autres à travers le pays et à travers le monde. Mais des mois à sillonner le monde, les capitales, les Nations Unies, les enceintes diplomatiques, est-ce qu'il y a un aspect de la diplomatie qui n'a pas encore été touché? Il y a une porte qui n'a pas été ouverte jusque-là que vous comptez ouvrir pour les prochains mois dans le cadre de perspectives
de la diplomatie congolaise? La diplomatie est extrêmement dynamique. Quand vous regardez où notre diplomatie était et comment elle s'articulait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous allez voir qu'il y a des thématiques qui, à l'époque, ne faisaient même pas partie de notre vocabulaire et qui maintenant jouent un rôle si central. Quand nous pensons, par exemple, aux questions environnementales, il y a tout un domaine, si vous voulez, qui s'est ouvert à nous ces dernières décennies. Aussi, justement, à travers un rôle plus assumé du gouvernement congolais dans des différents secteurs. Je pense que pour nous, le prochain cap qui va justement montrer nos ambitions diplomatiques et la complexité de nos ambitions diplomatiques, c'est notre 13e conférence diplomatique qui aura lieu en octobre. Nous nous sommes fixés un objectif très ambitieux, c'est de doter notre pays de sa première politique étrangère. Parce que figurez-vous, jusqu'à présent, c'était une des premières choses que j'ai essayé de comprendre quand j'ai été nommé. Quelle est notre politique étrangère? Quelle est notre relation avec tel pays? Quelle est notre doctrine diplomatique? Et j'ai peiné à trouver un document qui allait m'orienter. Et donc, pour nous, il est extrêmement important pour un pays aussi stratégique que la République démocratique du Congo, pour assumer la place que nous avons, qui nous revient à nous, d'avoir une politique étrangère. Et donc, en octobre, je vous donne rendez-vous pour cette 13e conférence diplomatique qui va justement nous permettre d'adopter notre première politique étrangère. Et là, vous allez voir, pas de manière exhaustive évidemment, mais les différents pans de notre diplomatie, que ce soit la diplomatie culturelle, que ce soit la diplomatie dans le domaine sécuritaire, que ce soit la diplomatie sur les questions de l'intelligence artificielle, de la défense. Donc nous sommes conscients d'un monde dans lequel nous évoluons qui est perpétuellement en changement, et aussi du fait que, comme je le dis toujours, nous sommes la passerelle entre la République démocratique du Congo et le reste du monde. Donc nous ne pouvons pas rester à l'écart de toutes ces évolutions et rester avec une diplomatie et une politique étrangère vétuste, si vous voulez, qui ne répond pas à ces pressions auxquelles nous faisons face. Parce que si nous ne sommes pas en train de regarder ces pressions et de les comprendre, nous allons les subir. Il est très important pour nous, justement, en tant que pays, d'assumer pleinement notre rôle, mais aussi de comprendre comment le monde fonctionne, comment nous voyons notre rôle dans ce monde et comment nous voulons façonner ce monde aussi en tant que partie active. J'aimerais rapidement aborder la question du délai des prononcés par certaines juridictions, Monsieur le ministre de la Justice, des délais parfois qui viennent, des prononcés, pardon, qui viennent parfois au-delà du délai prescrit par la loi. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez ce rapport? Et qu'en est-il des décisions prises pour améliorer ces conditions, puisque ça viole aussi certaines dispositions et le droit de certains Congolais? Je pense que j'ai plus besoin de plus de temps pour mettre l'accent plutôt sur les réformes en cours. Parce que répondre seulement à une question qui n'est pas structurante, c'est comme si vous êtes en train de prendre du ciment pour cimenter une petite faille sur le mur, alors que quelque temps après, ces murs-là risquent effectivement de tomber. Je dis que la question de fonctionnement des tribunaux est beaucoup plus complexe. D'abord, les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent. Dans mes itinérances, et ça c'est le terme que j'ai découvert ici, dans mes itinérances, je me suis aussi intéressé aux conditions de travail, effectivement, de magistrats. Il y a des magistrats qui n'ont pas de computer. Je peux vous dire que un greffier qui va aller dactylographier des actes judiciaires dans un cybercafé, ça pose un problème. Ça pose déjà un problème, puisqu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, etc. Donc, il faut voir ça aussi dans ce sens-là. Donc, il y a des délais qui sont dus au fait qu'il n'y a pas de moyens, de conditions pour permettre
à ces personnels judiciaires, donc la chaîne judiciaire, de poser un certain nombre effectivement d'actes. Bien sûr que on dit souvent que le jugement va être rendu à la huitaine, mais quand vous allez à l'intérieur du pays et dans certaines juridictions, la composition n'est pas régulière. Pourquoi? Parce que plusieurs magistrats ne sont pas là. Ils sont pas là, ils sont malades, et puis il n'y a même pas de maison pour eux dans les conditions. Donc ils reviennent à Kinshasa. Et dans ces cas, il sera très difficile que le tribunal puisse se réunir pour, disons, prendre un jugement. Ça, c'est un problème structurant, un problème réel. Bien sûr qu'au-delà de ça, il y a des mauvaises pratiques, de faire traîner des choses, etc. Mais j'ai été impressionné lorsque j'ai visité Matete. Il y a un des présidents, je ne cite pas, un des présidents du tribunal, il avait un tableau de bord qui était, disons, public. Ça indiquait exactement à quel moment le dossier a été ouvert, à quel moment le dossier a été fixé et à quel moment l'affaire a été, le jugement a été rendu. Alors, lui, si le jugement n'est pas rendu en ayant la huitaine, ou etc., il appelle le juge. Il dit, mais explique-moi pourquoi cela n'a pas été fait. J'ai pris ça comme une bonne pratique. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la digitalisation de notre système judiciaire. Et on est en cours avec l'Union européenne, la Banque mondiale, le PNUD. C'est aussi pour que nous puissions suivre le processus judiciaire. Disons, quand est-ce que l'infraction a été effectivement l'objet d'une enquête et quand est-ce que ça a été jugé. Et cela va permettre le Conseil supérieur de la magistrature, etc., et l'inspecteur des affaires judiciaires et pénitentiaires de voir si oui ou non le juge s'est bien comporté ou pas, parce que l'inspectorat des affaires judiciaires a cette compétence d'examiner la manière dont les magistrats et autres personnels judiciaires assurent. Et je vous assure que le Premier ministre a pris un décret pour l'inspectorat judiciaire, et je pense que ça va beaucoup aussi améliorer. Si nous voulons avoir une justice, nous devons donner des meilleures conditions de travail aux magistrats. Donc la question du délai va être résolue automatiquement, ainsi de suite. C'est ces genres de réformes sur lesquelles nous sommes engagés, la digitalisation, la construction de nouveaux tribunaux de paix, etc. Et d'ailleurs, le concept que je suis en train de promouvoir, c'est des concepts complexes et judiciaires. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis parti à Kabiakamwanga ou ailleurs, on voit que le magistrat n'a pas là où loger. Il n'y a pas de maison d'arrêt. Le bureau du procureur, il n'a presque pas de bureau du procureur, etc. Donc, pour adresser cela, on va construire un complexe judiciaire qui comprend le tribunal, qui comprend le parquet, qui comprend les différents greffes. Il y a une maison d'arrêt et 5 villas pour les magistrats. En ces moments-là, nous allons nous assurer qu'il n'y a aucun prétexte qu'un magistrat quitte un lieu pour revenir à Kinshasa et faire en sorte que la composition d'un tribunal soit irrégulière. Donc, les Congolais continuent à souffrir aujourd'hui de l'usage que l'on fait dans les réseaux sociaux. La paix sociale aujourd'hui, elle est pratiquement compromise parce que les attaques, tout ce qui est en fait immoral est revenu sur ces secteurs. Qu'est-ce que le ministère de la Justice fait pour pouvoir rencontrer cette préoccupation qui, je vous dis, détruit la dignité des Congolais? Qu'est-ce que l'on fait par rapport aux réseaux sociaux? D'abord, il faut dire que nous avons une législation qui existe. Nous avons les codes numériques qui existent, qui est spécifique sur les infractions susceptibles d'être connues par nos cours et tribunaux. Ça, c'est des deux. L'espace cyberspace n'est pas un espace de non-droit où les gens se permettent des injures, ainsi de suite. Ce que nous avons fait, c'est quoi? Premièrement, dans le cadre de la coopération judiciaire,
nous avons discuté, quand je suis parti en Chine, l'une des questions que nous avons discutées, puisque nous avons un opérateur qui est là, TikTok, et voir comment la Chine a résolu ces problèmes de TikTok. Donc on est pour parler avec eux. Je suis parti en Belgique, en Suisse, avec les pays de la SADC ici en face, etc. Comment nous pourrions, dans le cadre de d'entraide judiciaire, arriver à épingler ça. Ici sur place, j'avais pris une circulaire rappelant tous les procureurs de se saisir d'office de ces cas et de traduire en justice. Nous ne voulons pas vraiment faire beaucoup de publicité, mais il y a déjà des personnes qui sont aux arrêts, qui sont à Makala. Ils vont être jugés publiquement. Ils vont être jugés, ainsi de suite, comparés. D'autres feront l'objet de la coopération judiciaire. En tant qu'État, nous avons pris des avocats sur le plan international, parce qu'il faut le dire, pour justement défendre les intérêts de nos institutions, etc. Vous voyez, tout le monde a été choqué la manière dont certaines personnes dans certains pays se permettent d'insulter la distinguée première dame, le président de la République, et moi-même, n'en parlons même pas, etc. Donc, il y aura une réponse judiciaire. Il y a les États. Par exemple, lorsque je suis parti en Belgique, on en a discuté avec les Belges. J'ai dit, c'est inacceptable que cela se passe. La Belgique a pris, à partir du 6 avril, ils font maintenant la différence entre ce qui tombe dans le coup de la liberté d'expression et ce qui est infractionnel. Donc, il n'est pas exclu que la justice belge se saisisse déjà d'office d'un certain nombre de choses. Et nous sommes aussi dans le cadre de cette coopération judiciaire en train de faire. Nous avons identifié ici, au niveau de notre pays, des personnes qui relaient ces messages. Donc, ce n'est pas seulement la personne qui est initiatrice des messages, mais aussi la personne qui relaie ces messages. Donc, il n'est pas exclu que notre justice se saisisse aussi de ces personnes-là qui ont relayé le message, etc. Donc, il y a quand même une stratégie. Et on ne peut pas seulement avoir une approche répressive, il faut aussi avoir l'approche de prévention. Donc, ensemble avec le ministre de la Communication, avec CESAC et autres, on veut aussi sensibiliser. Ça, c'est aussi la responsabilité du gouvernement. Et enfin, nous prendrons aussi d'autres mesures pour nous assurer que ces genres d'actes répréhensibles ne puissent pas inonder notre espace cyberspace. Merci. Nous allons terminer avec vous, vraiment la toute dernière, et puis nous allons donner la parole au ministre pour les conclusions. Rachel, une toute dernière question. Petite question. Je vous en prie. Vous avez déclaré récemment que la justice ne se réforme ni dans la précipitation, moins encore dans les faits d'annonce. Quelle est la méthode que vous avez choisie, vous, Guillaume Ngefa, pour réformer durablement la justice congolaise? D'abord, un ministre de la Justice n'est pas un ministre de la Communication. Je ne vais pas remplacer le ministre de la Communication. C'est un ministre de la Justice. Le ministre de la Justice agit par arrêté, par le circulaire, et pose des actes spécifiques. Donc, pour moi, je respecte ça. Et vous allez voir que, si vous regardez même en face, la majorité des ministres de la Justice ne parlent pas. Je ne parlerai que quand c'est nécessaire. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, quand c'est nécessaire. Et je ne vais pas être à la traîne des gens du réseau social qui doivent me pousser à parler. Ça, je l'ai dit, je ne le ferai pas. Ça, c'est de un. De deux, la méthode aussi, c'est la recherche du résultat. La recherche du résultat. Nous avons un programme précis. Il y a une série de réformes. Vous savez que il y a eu, le président a pris une ordonnance loi portant création du tribunal pénal économique et financier et parquet, etc. Il y a la loi anticorruption qui est en train de venir. Dans le domaine pénitentiaire, il y a 8 décrets qui sont en cours, qui vont être pris par la Première ministre. Et vous avez vu que notre pays n'avait pas la profession de notariat. La profession de notariat a été créée par une loi de 2016, n'a jamais été opérationnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'opérationnaliser la loi sur le notariat. C'est important ça, je vous le dis, parce que dans notre pays aujourd'hui, pour authentifier un document,
vous allez dans plusieurs entités et le certificat, le conservateur des titres immobiliers, il est lui-même aussi notaire. Donc il est juge parti. À partir de cette réforme, seul le notaire aura cette compétence d'authentifier. En ce moment-là, ça va réduire le nombre de procès que nous avons sur les certificats d'enregistrement et autres, etc. Et ça, c'est une très grande réforme. Et ça va rassurer les investisseurs et ça va contribuer au meilleur climat des affaires. Et enfin, bien sûr que nous voulons doter notre justice d'un fonds judiciaire qui va permettre à ceux qui puissent quand même avoir un minimum de moyens. Et enfin, bien sûr, la question de la digitalisation qui va être vraiment une très très grande réforme. Et la réforme, on ne peut pas s'attendre à des résultats overnight. Ce n'est pas le lendemain qu'on pourra l'avoir. Les réformes sont toujours conduites de façon lente, constante, mais avec des résultats précis. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. Nous allons terminer, Madame, avec vous. Vous savez, vous constituez dans notre génération aujourd'hui un modèle. Vous avez inspiré beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans le combat que vous faites. Vous avez même des surnoms, très affectueux. Alors, vous allez regarder cette jeunesse qui, aujourd'hui, a en vous un modèle, mais dans un pays comme en guerre, où la diplomatie a eu énormément d'avancées. Vous allez leur parler à cette jeunesse pour qu'elle continue à croire en son pays, à ce pays, mais surtout à ses capacités humaines. C'est vous qui avez, Madame, la parole pour terminer cette émission. Oh là là. Vous avez une caméra là qui vous regarde. Oh voilà, d'accord. Très bien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je pense que c'est une responsabilité extrêmement lourde et je pense que il ne s'agit pas seulement de mon message. Je pense le ministre de la Justice a eu une intervention très, très pertinente et percutante ici à la fin et a mis l'emphase justement sur la persévérance quand il s'agit de réformes. Et je pense que nous sommes en effet sous l'impulsion du président de la République en vraie métamorphose en République démocratique du Congo. Et moi, je suis sûre qu'à travers les différentes émissions que le public congolais va suivre, il pourra se rendre compte que cette métamorphose prend forme dans tous les secteurs du gouvernement et de l'action gouvernementale. Notre responsabilité à nous tous, et c'est le motto selon lequel nous vivons, et je pense que le ministre de la Justice l'a expliqué de manière très claire, c'est justement que nous n'avons pas le luxe de baisser les bras, surtout pas quand nous sommes des responsables, comme nous sommes des membres du gouvernement. Mais en même temps, nous faisons partie du peuple congolais. Et notre vraie locomotive, c'est justement cette population qui est jeune, cette population qui est dynamique, cette population qui est extrêmement exigeante et parfois extrêmement impatiente. Et c'est difficile de gérer cette pression, mais en même temps, c'est cette pression qui nous permet aussi de continuer. Et donc, on ne peut pas se souhaiter, on ne peut pas souhaiter un autre pays que la République démocratique du Congo. C'est un pays qui fait face à tant de défis, mais en même temps qui a tant d'opportunités, tant de richesses, à commencer par notre population. Et moi, je me sens toujours privilégiée de travailler aux côtés de collègues aussi professionnels, aussi dévoués, aussi persuadés, comme je le suis, que chaque jour est un meilleur jour pour la République démocratique du Congo. Et la population congolaise en est la preuve, parce qu'elle est la preuve de la résilience, de la détermination. Et c'est de là que nous tirons aussi notre motivation. Et donc, je n'ai pas vraiment de message à adresser à la population. Ça ne fait pas partie de mes attributions, mais je pense que c'est un remerciement que nous pouvons exprimer à tous nos collègues, à notre leadership, qui prêche par l'exemple et qui nous permet justement aussi, en nous donnant les moyens, en nous donnant l'appui nécessaire, de réaliser nos mandats respectifs et honorer aussi les engagements que nous avons pris. Merci beaucoup, Madame la ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la Justice.
Nous avons été aujourd'hui avec le bouclier et le glaive. Le bouclier parce que grâce à la diplomatie, nous avons pu résister aux agressions étrangères, mais le glaive parce que la justice en interne doit fonctionner. Merci donc d'avoir répondu à cette responsabilité historique. Et je remercie aussi Rachel avec plaisir parce qu'elle est toujours pertinente et pourquoi pas compétente. Merci donc Rachel d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'est donc la fin de ce panel qui a été réalisé de main de maître par nos amis de la RTNC. Nous espérons vous retrouver à un autre moment avec une autre ferveur, mais en tout cas, nous n'avons qu'une république et chaque jour est une vie. Au revoir. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. RTNC. À l'ère du numérique,